Bonjour tout le monde. Alors, on va reprendre l'exercice qu'on avait commencé la fois passée avec la barre. Sauf que cette fois-ci, eh bien, on va supposer qu'il y a une force de frottement au niveau du point A, donc entre le point A et le sol, enfin entre la barre et le sol, et voir comment ça va influer sur la résolution de l'exercice. Sachant que la question reste la même, c'est-à-dire qu'on demande l'accélération de la barre du centre de gravité de la barre, pardon, et son accélération angulaire. Alors, on va procéder de la même manière enfin, en termes de structure que ce que vous avez vu dans les autres vidéos. Donc, c'est-à-dire, on va commencer par analyser le nombre de degrés de liberté d'un problème comme celui-là. Alors, si on regarde le nombre de degrés de liberté, donc à la base, donc, nous avons une barre qui est capable dans l'absolu, qui se trouve dans un plan, qui a un mouvement plan. Donc en toute généralité, il y a 3 degrés de liberté. Maintenant, cette fois-ci, la contrainte est que le point A ne peut pas bouger. Du coup, ça nous enlève 2 degrés de liberté. Le fait d'avoir un point fixe, enfin, on suppose qu'il ne peut pas bouger, c'est-à-dire que sous l'effet du frottement, à cause du frottement, on va supposer qu'il ne bouge pas. Ce qui fait qu'on se retrouve avec un seul degré de liberté et donc on va chercher un paramètre cinématique indépendant. Un seul paramètre. Euh, le paramètre le plus naturel que l'on peut choisir, c'est l'angle θ, hein, puisqu'on imagine que une fois que, alors on va le compter positivement comme ceci, euh, donc dans le sens antiologique, donc parce qu'on imagine qu'une fois que on casse le fil, eh bien la barre va commencer à tomber en étant fixe autour du point A, et donc l'angle θ va diminuer, on va dire, au fur et à mesure que la barre tombe. Alors, cette supposition que l'on fait que la force de frottement permet que le point A reste fixe, donc A fixe, c'est une supposition qu'on va devoir vérifier à la fin de l'exercice, c'est-à-dire que, sachant qu'il y a un coefficient de frottement de 0,6, ici, mu égale 0,6, on peut, on va dire légitimement, supposer que sous l'effet de ce frottement, le point A ne glissera pas, en tout cas au début de la chute. Mais ça ne veut pas dire qu'on connaît la force de frottement, parce que le coefficient de frottement, je vous rappelle, nous donne la force de frottement maximale qu'il peut y avoir entre la barre et le sol. Mais ça ne nous donne pas la force de frottement à tout instant. Donc s'il y a un frottement et que ce frottement peut être plus petit que 0,6 fois la normale, et la barre ne bougera quand même pas. Donc on va supposer que, ne glissera quand même pas. Donc on va supposer que le point A est fixe, et du coup, dans ce mouvement, ça va être un centre fixe de rotation. On va utiliser cette donnée-là un peu plus tard dans l'exercice. Deuxième chose, le schéma rendu libre. Schéma rendu libre, donc qui ressemble évidemment très fort à ce qu'on a fait précédemment. Mais donc ici, nous avons la barre et les forces qui s'exercent sur la barre. Bien, vous vous doutez bien qu'il y a le poids, il y a la réaction normale verticale et il y a un frottement qui s'exerce. Je vous laisse vérifier, vous convaincre, mais c'est assez logique, qui s'exerce vers la droite ici, FF, comme ceci. Donc 3 forces s'exercent sur la barre. Ensuite, au niveau donc du coup des inconnus du problème, eh bien, donc on demande, donc qu'est-ce qu'on ne connaît pas là-dedans? Du coup, on ne connaît pas d'un point de vue dynamique, donc au niveau des forces, on ne connaît ni la réaction normale, qui va dépendre du temps, et on ne connaît pas non plus la force de frottement. On connaît uniquement sa valeur maximale, qui sera 0,6 fois la normale. Mais bon, ça, on ne peut pas encore dire qu'on connaît. Et au niveau cinématique, l'inconnu qui reste et que l'on souhaite connaître, c'est
évidemment du point de vue cinématique, c'est l'angle en fonction du temps. Si je connais l'angle en fonction du temps, et donc dans les équations, ça va nous donner l'indication de l'accélération angulaire, évidemment, qu'on demande, et qu'on va devoir relier aussi avec l'accélération du centre de gravité. Hop là. Donc on se retrouve bien avec trois inconnus. Donc la force de frottement V de t et θ, ou bien θ seconde. Par intégration, on va dire connaître l'un, c'est connaître l'autre, moyennant les conditions initiales. Et donc trois inconnus. Et donc ça va, puisqu'on a trois équations disponibles pour la barre. Alors ces trois équations proviennent évidemment des lois de Newton, donc qu'on va rappeler ici. Donc j'ai trois équations. Quelles sont-elles? On va utiliser d'abord les lois de Newton, donc de manière générale dans ce cas-ci, c'est-à-dire si je l'applique avec mes trois forces, on n'a que P plus FF, donc la somme des forces extérieures, plus V, doit être égale à la masse de la barre multipliée par l'accélération de son centre de gravité. Ça nous donne déjà deux équations, une en X et une en Y. On va spécifier les axes juste après. Et donc voilà pour le mouvement de translation de l'accélération, de mouvement de translation de la barre. Et pour le mouvement de rotation, on va avoir la somme des moments de force. Alors, on va utiliser ici le fait que A est centre fixe de rotation, A est CFR. Et donc, si vous voyez dans votre cours, à ce moment-là, on peut écrire que la somme des moments de force par rapport à A de toutes les forces externes va être égale au moment d'inertie de la barre par rapport à A multiplié par l'accélération angulaire. Et donc, ceci c'est pas mal parce que vous constatez que la force de frottement et V sont tous les deux, s'exercent tous les deux au point A, donc ça va faire qu'il n'y aura qu'une seule équation, qu'un seul terme, dans ici le membre de gauche de l'équation. Et donc c'est vraiment plutôt judicieux de choisir ce point-là comme point de référence. Alors si on développe, avant de développer, on doit bien choisir des axes. Alors, puisqu'on suppose que le point A est un centre fixe de rotation, je pense que le plus simple va être de choisir l'axe selon Y et X avec l'origine coïncidant avec le point A. Ceci. Et donc, donc c'est parti. Je vais commencer par l'équation de rotation. Somme des moments de force par rapport à A de toutes les forces externes. Et bien dans ce cas-ci, du coup, je n'en ai qu'une, c'est le poids. Donc je peux écrire le moment par rapport à A du poids doit être égal à I par rapport à A de alpha. Alors le moment du poids, si je compte positivement dans le sens trigonométrique, donc je vais avoir comme moment moins L demi multiplié par le poids multiplié par sinus de pi demi moins θ, qui est l'angle qui est ici, pi demi moins θ, donc cosinus θ, va être égal au moment d'inertie par rapport à A, alors d'une barre, donc c'est la masse fois sa longueur au carré divisé par 3, multiplié par l'accélération angulaire dans notre variable θ, donc c'est θ seconde ici. Et donc on a déjà une équation qu'on peut résoudre en prenant donc θ qui vaut, pour le temps initial, donc θ qui vaut pi sur 3. Cos de pi sur 3, c'est 1 demi. Et donc on trouve directement θ seconde égale, donc je vous laisse faire le petit calcul, mais donc vous allez, c'est immédiat, donc moins 3 quarts de g sur la longueur de la barre, ce qui fait moins 8,17 radians par seconde au carré. Alors, donc on constate que
c'est donc une accélération angulaire négative, ce qui est bien cohérent, puisque si vous regardez, on a compté les angles positivement dans le sens trigonométrique, et puisque la barre tombe, ben, l'accélération se fait dans l'autre sens, et donc on a bien une accélération angulaire négative. On va pouvoir calculer, à partir de θ seconde, on va pouvoir calculer l'accélération AG du centre de gravité. Et pour ça, il faut faire un petit peu de cinématique de manière à relier θ2 points avec AG, l'accélération du point G. Alors je vais effectuer donc ce petit calcul qui est somme toute pas très très compliqué, mais on repart de la valeur du vecteur position du centre de gravité, qui a comme coordonnées en x L demi cos θ, et comme coordonnées en y L demi sin θ. Et donc pour arriver à l'accélération, je dois dériver deux fois cette grandeur. Donc si je dérive une fois pour avoir la vitesse, donc r point, j'obtiens donc L demi fois la dérivée du cosinus, donc c'est moins sinus θ multiplié par la dérivée de l'intérieur, qu'il ne faut jamais oublier évidemment, et L demi cos θ pour le deuxième terme multiplié par la dérivée de l'intérieur, donc θ point. Donc ça c'est la première dérivée. Maintenant la dérivée seconde, donc RG seconde va être égale à, donc je dois dériver tout d'abord le terme de la vitesse en x, donc ça va me faire la dérivée du sinus, ça fait moins L demi cos θ, et j'ai un θ point qui va arriver une deuxième fois, donc il va être mis au carré, et le deuxième terme qui ne change pas, donc L demi sin θ, et on dérive une deuxième fois θ point, ce qui fait θ seconde. Ça c'est pour la coordonnée en x de l'accélération, et la coordonnée en y de l'accélération, eh bien ça va être, donc c'est la même idée, donc je dérive le cosinus, ça fait sinus θ, fois θ point au carré, plus L demi cos θ, fois θ seconde. Voilà. Donc là, on a explicitement trouvé l'accélération AG vectorielle. Sauf que nous, on nous demande l'accélération à un instant bien précis, c'est-à-dire l'instant initial quand t égale 0. Donc quand t égale 0 et que θ vaut pi sur 3, et qui plus est, θ point initial, donc la vitesse initiale angulaire, est nulle. Du coup, l'accélération se simplifie quand même assez bien. AG va être égal à, donc dans le terme en x, j'ai le terme ici θ point qui vaut 0, donc qui va disparaître. Et j'ai donc uniquement le deuxième terme qui doit être évalué en θ égale pi sur 3. Donc sinus de pi sur 3, c'est racine de 3 sur 2. Donc il me reste uniquement moins L demi fois racine de 3 sur 2 fois θ seconde, comme ceci. Et le deuxième terme, où en y, donc où θ point va disparaître puisqu'il vaut 0. Il me reste uniquement le deuxième terme, donc c'est L demi fois cos θ, donc cos de pi sur 3, c'est-à-dire 1 demi fois θ seconde. Et comme on connaît θ seconde, on connaît les deux coordonnées de l'accélération. Si maintenant on veut la norme de l'accélération, la norme de AG, on doit faire la norme de ce vecteur, puisque j'ai la composante en sinus θ et en cosinus θ qui vont être mis au carré, et puis racine, ça va faire 1, donc la somme cos carré plus sin carré égale 1. Donc il va me rester uniquement L demi fois θ seconde en norme, comme ceci. Et donc si vous remplacez, du coup par la valeur que vous avez, on a simplement 3,68 mètres par seconde au carré, qui était 68, pas 63. Qui était la réponse attendue. Alors peut-être
peut-être juste une dernière remarque pour cette partie de l'exercice concernant le signe de l'accélération. Puisque θ seconde est négatif, ceci est positif et ce terme-là est négatif, ce qui correspond bien à ce à quoi on pourrait s'attendre, c'est-à-dire que le centre de gravité va commencer par, selon x, se déplacer vers la droite. Donc si je reviens au premier schéma, voilà, le centre de gravité commence par se déplacer vers la droite selon x et descendre selon y, donc composante avec une accélération du coup positive selon x et négative selon y. Donc voilà pour cette partie de l'exercice. Il ne nous reste plus en réalité qu'une seule chose à faire, c'est de vérifier que notre supposition était bonne, c'est-à-dire la supposition que le frottement, le coefficient de frottement était bel et bien suffisamment grand que pour que le point A ne glisse pas. Et donc la dernière vérification qu'on doit faire, alors on en aura fini, on doit calculer cette force de frottement et voir que le coefficient de frottement correspondant à la force de frottement qu'on a calculé est plus petit que 0,6. Alors pour faire cette vérification, on va repartir de la somme des forces égale masse fois l'accélération selon x et selon y. Donc si je me mets selon x, j'ai uniquement comme force en fait la force de frottement. La force de frottement qui est égale au coefficient de frottement fois la normale, qui doit être égale à la masse fois la dérivée seconde de l'accélération selon x. Et l'accélération selon x, si on se rappelle que θ point vaut 0 puisqu'on se tracasse au moment initial, il reste uniquement moins m L demi sinus θ fois θ seconde. Ça, c'est une première relation. Et selon y, bon là, on a deux forces. Du coup, on a la normale qui pointe vers le haut et le poids vers le bas, qui nous donne la masse de la barre fois YG seconde, avec donc θ point qui vaut 0, mais il nous reste m L demi fois cos θ fois θ seconde. Comme ceci. Et donc là, on voit qu'on a un système où on va pouvoir, où on va dire il y a comme inconnu la normale et le coefficient de frottement, puisqu'on connaît θ point, on connaît θ, on connaît tout le reste, quoi. Et donc on va pouvoir extraire le coefficient de frottement de ce système. Alors je vous laisse résoudre le système. Simplement, on obtient l'expression suivante. Donc on a moins mu qui vaut moins L demi fois m sinus θ fois θ seconde divisé par P plus L demi m fois cos θ fois θ seconde. Et donc si vous remplacez là par les valeurs qu'on a trouvées précédemment, on trouve un coefficient de frottement qui vaut 0,4, qui est bel et bien plus petit que 0,6. Et on a envie de dire à ce moment-là ouf, parce que sinon il aurait fallu refaire toute l'analyse. Et donc on a bien ici prouvé que ce point, le point A, ne glissait pas, en tout cas à l'instant initial, quoi. Voilà, merci de votre attention et à bientôt pour une prochaine vidéo.